Merci beaucoup aux organisateurs du congrès de m'avoir invité pour vous parler d'encéphalopathie métabolique et toxique. Voici tout d'abord mes liens d'intérêt en lien avec mes recherches sur l'encéphalopathie, plus spécifiquement hépatique. Alors tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Et je voulais vous remontrer ces images de ce papier. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. C'était 2020, on avait un peu d'autres choses à faire. Et en fait, encéphalopathie, ce n'est pas forcément extrêmement bien défini. Et donc, vous voyez ici que selon qu'on soit un neurologue, un interniste, on a plus souvent tendance à parler d'encéphalopathie dans la littérature, alors que si on est plutôt réanimateur, psychiatre ou gériatre, on a plutôt tendance à parler de délirium ou de confusion. Ce qui explique très probablement que, en fait, on a dans la littérature deux littératures qui ne se parlent pas. Vous avez ici alors une représentation graphique, statistique très compliquée. Pour faire simple, chaque point représente une publication. La taille, la surface du point, c'est le nombre de fois où elle a cité, et les traits entre les points, les interconnexions de citations. Si on prend par exemple les deux termes, épilepsie and seizure, vous voyez qu'en fait, ça fait un bon conglomérat bien regroupé. Finalement, c'est interchangeable et c'est les mêmes papiers. Si on regarde délirium et encéphalopathie, vous voyez qu'encéphalopathie, on est déjà sur un truc très éclaté et que là, sur un bout, on a du délirium. Et donc, très probablement qu'on a un petit problème avec la définition exacte de l'encéphalopathie dans la littérature scientifique. Ce qui explique que à la fin de ce papier, les experts proposent de définir très clairement ce qu'est une encéphalopathie, et là, clairement, ce qu'est une encéphalopathie aiguë, et ils proposent la définition suivante, c'est un processus biologique pathologique au sein du cerveau. Ils déconseillent tout d'abandonner les autres appellations, dysfonction cérébrale, fonctionnement cérébral altéré, et toute une série de choses, et que cette encéphalopathie aiguë peut se présenter cliniquement sous forme de confusion, délirium ou sous forme de coma. Alors de quoi va-t-on parler? On va parler d'encéphalopathie métabolique, donc une encéphalopathie due à une perturbation du métabolisme. Et donc pour faire simple, on pourrait dire qu'on a une substance qui manque, ça va être les encéphalopathies carentielles, les hypoglycémies, les encéphalopathies hypoxiques ou anoxiques, l'hypocalcémie, les hypothyroïdies, les hypocorticismes, certaines erreurs innées du métabolisme. Et d'un autre côté, on a les encéphalopathies, il y a une substance en quantité trop importante, l'encéphalopathie hypercapnique, urémique, hépatique, les encéphalopathies médicamenteuses, ou là encore, certaines erreurs innées du métabolisme. Est-ce que c'est fréquent? Compliqué à dire, très peu de données dans la littérature. Là, je mets juste un papier qu'on avait fait il y a quelques années en réanimation médicale à Georges Pompidou. On avait repris les troubles de la conscience dans les 24 premières heures en réanimation. On avait plus de 2200 cas sur 10 ans. Et puis finalement, dans ces troubles de la conscience dans les 24 premières heures, il y en a 10% qui étaient en lien avec une encéphalopathie. Les objectifs de ce topo vont être d'essayer de savoir quand évoquer une encéphalopathie métabolique, développer une démarche diagnostique à peu près cohérente et reconnaître les principales encéphalopathies métaboliques. Alors, est-ce qu'on peut s'aider de la présentation clinique? La présentation clinique est assez peu spécifique. Classiquement, dans l'encéphalopathie métabolique, il n'y a pas de signe de localisation, même si ce n'est pas toujours vrai. Et le tableau est principalement formé par un tableau confusionnel ou alors du coma. Vous avez ici une représentation d'un exemple, ça c'est tiré d'une étude qu'on est en train de faire, qui sont les cas d'hyperammoniémie dus à des médicaments en tirant parti de la base mondiale de pharmacovigilance avec Alexander Balcerac. Et en fait, ça vous représente ici les différents médicaments incriminés, ici le pourcentage de symptômes cliniques. Et vous voyez que parmi les symptômes qui dépassent les 60 à 80%, c'est principalement
altération de la conscience et coma, et que les autres choses, les troubles neuropsychiatriques ou les autres manifestations neurologiques atteignent difficilement 20%. Donc c'est vraiment au premier plan, troubles de la conscience et coma. Et il y a bien entendu dans ces encéphalopathies métaboliques, même si c'est un petit peu hétérogène, mais il y en a toute une série où on observe des myoclonies. Alors ça survient souvent dans un contexte particulier. Ce contexte, ça peut être le diabète, une insuffisance respiratoire chronique, une cirrhose, une prise médicamenteuse. Parfois, on a de la chance et on sait déjà qu'il y a une erreur innée du métabolisme, un diagnostic fait à l'âge dans l'enfance, et finalement, c'est des gens qui deviennent adultes, donc ils se baladent avec leur gros classeur et la conduite à tenir, et on est souvent très content, ça nous facilite la vie. Mais finalement, la plupart du temps, c'est un contexte un petit peu vague et on va assez vite éliminer les choses classiques, ce que vous faites sans problème avec des examens déjà faits. Vous vérifiez la glycémie, la natrémie, la calcémie, l'urée et le CO2. Puis assez vite, si vous coincez là, une des premières étapes que je vous propose, c'est de réaliser un électroencéphalogramme. Si sur cet électroencéphalogramme, vous voyez cet aspect typique que vous voyez ici, donc, je vous rappelle, ici la droite, ici la gauche, dérivation antérieure, alors qu'ici, c'est les dérivations postérieures. On voit ici des ondes triphasiques qui sont diffuses et qui prédominent dans les dérivations 1 sur 2, donc en antérieur. Et donc ça, c'est des ondes triphasiques et ça vous signe le diagnostic d'encéphalopathie métabolique. Ça ne vous dit pas quelle encéphalopathie métabolique, ça ne vous dit pas si c'est métabolique ou médicamenteux, mais ça vous dit qu'il y a du métabolique. Donc, votre éventail diagnostique, il se rétrécit d'un coup, et c'est assez bien. Alors, en pratique, de temps en temps, vous savez que c'est des choses qui sont fluctuantes. Donc, il faut savoir refaire l'électroencéphalogramme. Si vous ne trouvez pas ces symptômes-là, vous pouvez quand même être dans le cadre d'une encéphalopathie métabolique, mais parfois, quand vous faites 2-3 EEG dans la semaine, à un moment donné, vous tombez sur ça, et à ce moment-là, vous saurez que vous êtes dans l'encéphalopathie métabolique. Si à ce moment-là, vous n'avez toujours pas de diagnostic, dosez une ammoniémie. Donc, soit on est dans un contexte évident et un diagnostic assez facile. Vous avez fait le diagnostic, vous prenez en charge correctement de manière étiologique. Soit vous êtes dans un contexte possible, clairement vous n'avez pas fait le diagnostic, je vous propose de réfléchir à partir de 2 éléments. Ces 2 éléments, c'est l'ammoniémie et l'IRM cérébral, et je vais essayer de vous expliquer comment on peut s'aider de ces 2 éléments. L'ammoniémie, si elle est augmentée, il y a un certain nombre de causes qui finalement sont assez restreintes. Vous avez ici représenté en termes de fréquence, plus le cercle est large et sa surface est grande, plus la pathologie ou le groupe de pathologies représenté est important. Donc quand on parle trouble de la conscience et coma avec une ammoniémie élevée, on a de fortes chances d'être dans une insuffisance hépatique, qu'elle soit aiguë ou chronique. Ça, en général, vous allez réussir à en avoir le cœur net avec des examens non invasifs, avec le contexte et éventuellement de l'imagerie abdominale. Si on n'est pas dans ce contexte extrêmement fréquent, on passe à l'étape en dessous et on va être dans le shunt portosystémique, que celui-ci soit congénital, chirurgical, apparu secondairement en complication d'une tumeur, ou alors des médicaments. On a différentes causes un petit peu rares, et puis finalement, on a des trucs très rares, mais auxquels il faut penser vite, parce qu'on peut avoir des séquelles, qui sont les anomalies innées du métabolisme, et je vais essayer de vous montrer tout cela. Alors, dans les hyperammoniémies médicamenteuses, toujours dans cette étude utilisant la base de pharmacovigilance mondiale, je vous présente là en avant-première les résultats. Vous avez ici représenté un indice qui s'appelle l'IC 025, qui est un indice de statistique bayésienne. C'est l'indice de disproportionnalité. C'est-à-dire qu'en temps réel, des gens rentrent des cas dans la base de pharmacovigilance mondiale. Et quand cet IC 025 dépasse 0, ça veut dire qu'on est au-delà du nombre de cas attendus par le hasard. Et donc, il y a un lien statistique entre la substance et le mot-clé qu'on rentre dans la base, la hyperammoniémie. Et du coup, vous avez ici les différentes lignes de médicaments.
plus le lollipop, le rond est haut, plus l'association est importante, plus il est large et plus le nombre de cas représentés dans cette base est importante. Et le message de cette diapo, c'est que les médicaments qui donnent de l'hyperammoniémie, mais vous voyez qu'ils appartiennent à des classes médicamenteuses relativement homogènes. Des antiépileptiques, des médicaments d'oncologie, un petit peu d'immunosuppresseurs et un petit peu moins de médicaments psychiatriques. Le top 3 des médicaments donnant de l'hyperammoniémie médicamenteuse, valproate de sodium, 5-fluorouracil et l'asparaginase. Et du coup, quand on a une hyperammoniémie, dans ce contexte-là, sachez faire le listing des médicaments, regardez si le contexte colle, et de temps en temps, quand on a un doute, méfiez-vous un petit peu des causes associées. On peut de temps en temps avoir différentes causes d'hyperammoniémie. Pour ce qui est des erreurs innées du métabolisme, c'est un déficit enzymatique dû à une mutation, et on a 3 groupes physiopathologiques, pour faire très simple. Une intoxication endogène par une accumulation d'une substance toxique, un déficit énergétique par le défaut de production d'une substance absolument indispensable, et parfois c'est du déficit de synthèse ou de catabolisme de molécules complexes, mais ça nous intéresse moins parce que ce n'est pas des malades qui se retrouvent en réanimation. Et enfin, il y a des cas très intéressants et relativement rares qui sont des déficits du cycle de l'urée, donc des anomalies nées du métabolisme qui ne sont pas génétiques mais qui sont acquis. Ça a été décrit chez des patients avec des cirrhoses NASH ou de la chirurgie ou avec la chirurgie de l'obésité. Alors quand l'évoquer, quand vous avez une histoire familiale, pas de cause évidente, que vous êtes en réanimation et que vous avez une évolution qui n'est pas celle attendue une fois que vous avez traité la complication aiguë, que vous avez des circonstances déclenchantes un peu caractéristiques, habituelles de décompensation de ces maladies, être à jeun, la chirurgie, la grossesse, les troubles neurologiques associant d'autres choses, et notamment au niveau biologique, une hyperammoniémie ou une hyperlactacidémie que vous n'expliquez pas. Un autre tableau clinique, c'est si vous avez une grosse rhabdomyolyse avec, là encore, hyperammoniémie ou l'hyperlactacidémie. Donc quand vous avez l'hyperammoniémie, je vous décrirai que le début du schéma. En fait, il faut savoir, est-ce que vous êtes dans le cas où vous avez une acidose métabolique non expliquée en plus de l'hyperammoniémie, et on est dans le cas des acidémies organiques, ou alors on est dans une hyperammoniémie isolée, et à ce moment-là, on est plutôt dans les déficits en cycle de l'urée. Et les autres examens complémentaires vont permettre de vous faire derrière un diagnostic extrêmement chic sur quelle enzyme est incriminée. Tout ça, c'était il y a longtemps. Peut-être qu'il y a un peu moins d'une semaine, vous avez vu cette publication absolument géniale, une lettre dans le New England, où ça décrit l'arrivée d'un petit enfant aux urgences avec des troubles neurologiques. Il arrive là. À ce moment-là, les docteurs, quelques heures plus tard, évoquent un diagnostic de maladie génétique. Et finalement, moins de 13 heures ou 13 heures et demie après, ils font le diagnostic et commencent tout de suite le traitement. Et ça, grâce à des techniques de biologie moléculaire, de génétique extrêmement rapides, on est capable maintenant, en un peu plus de 12 heures, de faire le diagnostic de choses qui prenaient 2-3 semaines auparavant, donc peut-être que ça va changer un petit peu notre pratique. Du coup, les erreurs innées du métabolisme, c'est quelque chose de compliqué, et donc, quand on a un doute, quand on a une atypie, il faut appeler son centre expert, et je vous invite à identifier à l'avance le centre expert en métabolisme qui est pas loin de votre réanimation. Sur l'IRM cérébral, on a quelques pathologies de type encéphalopathie hépatique, les encéphalopathies au métronidazole qui exceptionnellement donnent des IRM cérébrales anormales ou les Gaillet-Wernicke. Quand ammoniémie et IRM cérébrales sont normales, on a les causes suscitées, puis d'autres causes, dont des erreurs innées du métabolisme ou des encéphalopathies carentielles. Enfin, pour finir, l'encéphalopathie médicamenteuse, c'est quelque chose de fréquent qui survient sur un terrain à risque. Des patients transplantés, des patients VIH, des patients de réa. Clairement, des gens qui prennent beaucoup de médicaments. Parmi ces médicaments,
Les plus pourvoyeurs, c'est bêta-lactamine, fluoroquinolone, inhibiteur de la pompe à protons, morphine. Et je vais finir en vous expliquant comment ça marche. Supposons que vous ayez ici une cellule endothéliale cérébrale, la barrière hémato-encéphalique. Vous avez l'expression de toute une série de pompes d'efflux. On donne des bêta-lactamines, une partie passe dans le cytoplasme de la cellule endothéliale, une partie passe dans le cerveau, et une partie est effluée en continu par la P-glycoprotéine, une des principales pompes d'efflux. Supposons cette fois-ci que vous donniez de la morphine, même mécanisme, c'est efflué par la P-glycoprotéine. Mais là, ça tombe pile au moment où vous donnez votre bêta-lactamine. Elle passe dans le cytoplasme et elle passe dans le cerveau. Vous n'avez rien modifié si ce n'est donner de la morphine en plus. Mais vu que la pompe d'efflux est saturée, vous allez avoir une encéphalopathie médicamenteuse due à la bêta-lactamine. En conclusion, l'encéphalopathie métabolique, c'est quelque chose de fréquent. Des troubles neurologiques sans signes focaux avec un contexte un petit peu particulier doivent vous le faire évoquer. Avec EEG, ammoniémie, plus ou moins de l'IRM et de l'imagerie cérébrale, vous devez pouvoir vous en sortir. Et enfin, sachez évoquer quelques situations très rares qui nécessitent l'appel à un ami, le centre expert qui fait de la maladie génétique, de la maladie neurométabolique, qui est pas loin à côté de chez vous, et c'est bien de les connaître avant, comme ça vous avez leur 06 quelque part dans une procédure opérationnelle en réanimation. Je vous remercie beaucoup et je suis prêt à vous répondre à vos questions.